Michel Barnier s'est exprimé cet après-midi. Il a tenté de s'exprimer au milieu du brouhaha des députés. Écoutez ce qu'il a dit en estimant que tout sera plus difficile après cette censure et plus grave. Tout le monde sait que la situation est difficile. Elle l'est sur le plan budgétaire. Je l'ai dit dès le début en cherchant à dire la vérité aux Français. Plus grave qu'on ne l'a cru, avec une dette que tout le monde devra payer un jour. La situation est difficile sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Je suis aussi très vigilant sur les marchés financiers que je connais assez bien, très difficile sur le plan économique et social, je viens de vous le dire. Il y a une chose dont je suis sûr, M. Chassaigne, je suis sûr, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave. Voilà Michel Barnier qui répondait au député communiste André Chassaigne. Louis de Ragnel, tout peut aller vite maintenant. La motion de censure, c'est pour demain après-midi. On peut nommer un remplaçant à Michel Barnier, là, très très rapidement, à votre avis ? Absolument. Alors, donc il y aura 2 motions de censure, pour l'instant en tout cas, qui seront examinées demain. Il y en aura une à 16h, celle du Rassemblement National seul, puis à 19h30. Celle-là ne sera pas votée par les autres, c'est ça ? Exactement, et celle à 19h30 qui sera déposée par le nouveau Front Populaire. Marine Le Pen a annoncé que les voix du RN s'associeront à cette motion de censure. Et donc c'est la motion de censure que tout le monde regardera, puisque c'est celle qui a le plus de chances de faire tomber le gouvernement. Ensuite, en théorie, Michel Barnier doit remettre la démission du gouvernement au président de la République, qui ensuite, il n'y a pas de délai prévu. Voilà. S'il le souhaite, Emmanuel Macron peut garder Michel Barnier comme Premier ministre démissionnaire autant de temps qu'il le souhaite. On se souvient quand même de Gabriel Attal qui est resté 51 jours Premier ministre démissionnaire du gouvernement. Mais Emmanuel Macron a tout intérêt aujourd'hui à aller très vite, puisqu'il voit bien, s'il n'agit pas, eh bien, c'est l'onde de choc qui est en train de l'atteindre très directement. On voit bien que dans les oppositions, il y a de plus en plus de voix qu'on entend qui appellent à son départ de l'Élysée, à des élections présidentielles anticipées. Eh bien, il y a urgence pour Emmanuel Macron. Il faut sortir très rapidement de cette crise et donc nommer le plus vite possible un nouveau Premier ministre. On reparlera des noms dans un instant. Voilà, et avec quand même cet enjeu de former aussi un gouvernement rapidement, c'est un exercice qui va être extrêmement compliqué pour Emmanuel Macron, puisqu'il est d'habitude, il met beaucoup de temps avant de prendre ce type de décision. Et là, peut-être qu'il va nous surprendre. Peut-être, vous verrez, il peut nous surprendre. Et peut-être, il y a une possibilité qui existe, alors on va voir si elle se produit. De prolonger Michel Barnier ? Qui serait de renommer Michel Barnier. Je l'évoque parce qu'elle existe. Oui, elle existe, mais j'y crois pas. Rapidement, Rachel Kahn, un petit mot sur la situation, et notamment sur le brouhaha qu'on a entendu à l'Assemblée nationale toute l'après-midi, les vociférations, les cris, les insultes. J'ai l'impression qu'on est devenu, alors là, pour le coup, la caricature de nous-mêmes, en tout cas aux yeux du monde. C'est-à-dire que c'est honteux. On voit dans quelle situation nous sommes. C'est à la fois irresponsable. Et surtout, ce qui m'affecte le plus, c'est que nous n'arrivions pas à dépasser les clivages pour nous mettre face aux enjeux nationaux et internationaux. Ce brouhaha, on l'a depuis 2022 et malheureusement, c'est le brouhaha qui gagne. Alors, on a Philippe Ballard en duplex depuis l'Assemblée. Bonsoir à vous, député Rassemblement National de l'Oise. Il y a eu quelques incertitudes aujourd'hui sur le fait que le Rassemblement National voterait une motion de censure de gauche qui insulte le Rassemblement National. Pas d'hésitation, vous la voterez, Monsieur Ballard ? Oui, parce que nous, on n'est pas sectaire. Ça nous est déjà arrivé dans la précédente législature de voter des motions de censure déposées à l'époque par ce qui s'appelait la NUPES. Deuxième point, quand on vote, le nom est clair. Le mot est clair, c'est une motion de censure. On censure le gouvernement. On ne signe pas une alliance électorale avec le nouveau Front Populaire. Et puis, troisième point, effectivement, le texte de leur motion de censure peut nous paraître assez étrange, à tel point d'ailleurs qu'on s'est demandé s'ils n'écrivaient pas ça pour ne pas que cette motion de censure soit votée. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'ils, derrière la tête, ils n'avaient pas une arrière-pensée ? Est-ce qu'ils voulaient vraiment censurer ce gouvernement de Michel Barnier ? En ce qui nous concerne, c'est très clair, nous voterons la motion de censure pour nous prémunir d'un budget cataclysmique avec 40 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. Philippe Ballard, qu'allez-vous dire à vos électeurs qui pensent que potentiellement, vous pouvez prendre le pouvoir après la chute du gouvernement, ce qui de facto ne sera pas le cas, parce que la prochaine dissolution, si elle doit survenir, ce n'est pas avant le mois de juin prochain.
Ah bah écoutez, on est très attentif pour tout vous dire aux mails que l'on reçoit sur nos différentes boîtes. Dans l'immense majorité, nos électeurs nous incitent à voter cette motion de censure. J'étais en circonscription pas plus tard que le week-end dernier et les électeurs voulaient cette censure. Et je vais même aller plus loin. Moi j'ai rencontré le responsable du MEDEF de mon département de l'Oise. La CCI également. J'aurais posé la question, si ce budget, c'était vendredi, donc avant le 49.3, si ce budget ne voyait pas le jour, est-ce que ça vous inquiète? Réponse, non. Et pourquoi non? Eh bien parce que nous, pour nos entreprises, ce sera moins de taxes et d'impôts. Voilà, et quand vous regardez le CAC 40 aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit la panique sur les places financières. Moi j'ai écouté Eric Woerth tout à l'heure, là, qui était chez vous, il y a une demi-heure. Ça a été un chapelet, mais pardon pour l'anglicisme, de fake news pendant au moins 3-4 minutes. Mais alors tout y est passé. Le barème, il y a des gens qui vont rentrer dans l'impôt. Ceux qui payaient déjà l'impôt sur le revenu vont voir leur impôt encore augmenter. Non, c'est complètement faux pour ne prendre que cet exemple, sans parler de la carte vitale qui fonctionnerait plus le 1er janvier, les marchés financiers en panique sur nos taux d'intérêt. Non, et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, notamment sur l'impôt sur le revenu, parce qu'on va voter une loi spéciale. Et nous la voterons, nous, le groupe Rassemblement National, et le nouveau Fonds populaire a dit qu'il la voterait d'ici quelques jours pour faire très simple, pour continuer que la France, la Maison France, d'un point de vue budgétaire, continue de fonctionner. Et dans cette loi spéciale, on peut introduire, ça a été fait en 1979, un amendement pour rehausser, compte tenu de l'inflation, ce barème de l'impôt sur le revenu. Donc arrêtons les fake news, les impostures, arrêtez, s'il vous plaît, la Macronie de faire peur aux Français. Il n'y a pas de raison de paniquer. Merci beaucoup Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise. Merci. Avec Mathieu Borotou à vos côtés. Alors, on est avec Yohann Usaï. On a les arguments du RN qui nous dit mais arrêtez de nous annoncer les plaies d'Égypte, les sautes-règles, la dévastation. Rien de tout ça se produira. On s'est dit avec Louis de Ragnel qu'on pouvait avoir très vite un nouveau Premier ministre. C'est l'hypothèse sur laquelle planche Emmanuel Macron à l'heure actuelle. Yohann, il est en Arabie Saoudite. Non mais évidemment, Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre très rapidement, tout simplement parce qu'il y a intérêt. Parce que chaque jour qui va passer avec un Premier ministre démissionnaire sera un jour supplémentaire où la France Insoumise et le Rassemblement National vont appeler à sa démission. Ce sera un jour supplémentaire où la pression politique et populaire va s'accroître sur lui. Donc évidemment, il va aller très vite, ça ne fait aucun doute. Mais que va-t-il se passer ? Parce que, évidemment, le gouvernement, lui, a plutôt tendance à dramatiser la situation. Le Rassemblement National, lui, a plutôt tendance à minimiser l'importance de ce qui pourrait se passer. Mais la réalité, c'est qu'il y aura forcément des conséquences, et des conséquences économiques. Si on parle seulement de la confiance, c'est très important dans l'économie. C'est ce qui permet de créer notamment la croissance. Sans confiance, il n'y a pas de croissance. Il y a très peu de confiance en ce moment dans le pays. Tous les investissements sont gelés. Monsieur Ballard parlait des chefs d'entreprise. Il nous disait « Ah non, les chefs d'entreprise sont très contents. » C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que les chefs d'entreprise, précisément, s'il n'y a pas de croissance, leur carnet de commandes, ils sont vides. Quand on a un gouvernement qui tombe au bout de 3 mois, quand on a un budget qui n'est pas voté, quand on ne sait pas combien de temps va tenir le prochain gouvernement et qu'on se dit que ça peut durer comme ça 2 ans et demi, pour la confiance, croyez-moi, ça n'est pas du tout idéal. Alors, qu'en pensent les Français? Qu'en pensent les Français qui ont été interrogés aujourd'hui sur cette motion de censure, ce gouvernement Barnier qui pourrait tomber? Bonne ou mauvaise nouvelle? Écoutez les réponses. C'est une excellente chose, ça va nettoyer toute la Macronie et la barniererie, donc c'est excellent. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Les répercussions peuvent être mauvaises, donc bon, c'est pas l'idéal, mais à un moment donné, il faut aussi un acte fort pour faire comprendre que la politique, c'est représenter le peuple, il faut le respecter. Beaucoup d'inquiétudes, avec un gros désordre et politique et économique. Non, je suis très, très inquiet. Et très remonté et contre les forces de gauche et contre les forces d'extrême droite. Je pense que c'est dramatique. Personne ne se préoccupe de savoir ce qui va se passer après. Et ça, ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Alors, là, je pense qu'on est tous d'accord sur ce que dit la dame à la fin. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Jean-Sébastien Ferjou, peut-être. Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit effectivement cette dame. Il y a une irresponsabilité collective, mais qui est absolument délirante. Quand vous avez
sur un examen du projet de loi de finances, l'objectif est de trouver 60 milliards d'euros d'économies, que vous avez des députés qui votent 65 milliards... Français, ça c'est les députés. Non, mais enfin, les Français, ils les ont élus. Moi, je veux bien, mais à un moment, les Français, ils sont quand même responsables des choix qu'ils ont faits. S'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est parce que les Français, personne n'a empêché les Français de voter pour le RN, ou de voter pour Emmanuel Macron, ou de voter pour le nouveau Front populaire, s'ils avaient envie de le faire. Il se trouve que collectivement, les Français, ils n'existent pas. J'imagine, Laurence, que vous n'avez qu'un seul bulletin de vote, j'en ai qu'un seul, donc nous ne pesons que ce que nous sommes en tant qu'individus. Maintenant, oui, cette dame a raison, et surtout pour revenir sur ce que disait Rachel Kahn tout à l'heure, et que je trouve très juste, c'est vrai qu'on est absolument estomaqué de voir le défaut de responsabilité qu'il y a dans la représentation politique, mais pas seulement à l'Assemblée nationale, au Sénat aussi, et parce que tout simplement, nous préférons maintenant disqualifier qu'argumenter. Quand on disqualifie les gens parce qu'on considère que le Rassemblement national serait en dehors du champ républicain, ou que les Insoumis seraient ci ou ça, ou que les macronistes seraient ci ou ça, et donc s'en prend la peine de dire « mais je ne suis pas d'accord avec vous pour X et X et X raisons », et d'argumenter, de convaincre, d'avoir l'honnêteté de dire la vérité aux Français, d'arrêter les faux calculs aussi, c'est quand même très très drôle de voir le Parti socialiste qui s'associent à cette motion de censure, alors qui n'ont absolument pas envie de gouverner avec les Insoumis, qui ont eux-mêmes voté le détricotage de leur propre réforme des retraites. Enfin, je veux dire, le niveau d'hypocrisie de la classe politique française est délirant. À un moment, reprenons une feuille blanche et puis on dit, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alexandre Devecchio. Oui, c'est peut-être ce qu'il y a de bien dans les crises politiques, c'est que c'est le moment de reprendre la feuille blanche. Donc, je suis d'accord en partie avec ce qui a été dit sur la confiance, mais si vous voulez, la confiance, elle n'est pas là depuis un moment. Le chaos est latent. Il y a une forme d'affaissement de la France de jour en jour. Donc peut-être qu'on peut sortir par le haut effectivement de cette crise politique en se disant qu'il y a 11 millions de Français qui ont voté, qu'il est temps de les écouter et de trouver des compromis. Je pense que si les Français n'ont pas donné de majorité claire, c'est parce qu'ils veulent que la classe politique trouve des compromis. Michel Barnier représentait un parti qui pèse 10%. Il ne pouvait pas se comporter comme le patron, c'est clair. Il devait tenir compte de partis qui pèsent plus que le sien. Donc je pense que c'est ça le fait nouveau, c'est qu'on n'avait pas pris en compte le fait que désormais en fait le Rassemblement national n'est pas juste un parti protestataire hors du champ républicain. Il est à l'Assemblée nationale, il est en capacité de voter, de ne pas voter, d'influencer sur le cours des choses. Peut-être qu'on peut espérer qu'après cette crise, les hommes politiques en tiendront compte et puis qu'on arrêtera justement, on parlait d'insultes, de les traiter de nazis, de je ne sais trop quoi, et qu'on ira sur le fond. Absolument. Sur les lignes rouges de Marine Le Pen, on en a parlé dans cette émission, il y a des choses qui sont discutables, mais allons sur le fond des choses, plutôt que de disqualifier l'adversaire. Juste après la toute petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on écoutera Marine Le Pen, et puis aussi Bruno Retailleau, parce qu'il a été très véhément cet après-midi à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, ce matin, s'est exprimée, elle a un peu chargé la gauche, qui ne veut pas voter la motion de censure présentée par le Rassemblement national. Écoutez les arguments qu'elle a développés. On peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure, parce qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. Donc je finis par penser qu'en réalité, la gauche et l'extrême gauche n'auraient pas tellement envie que le Rassemblement national permette le vote de cette censure. Car s'ils déposent une motion, nous en déposons une aussi. Et pour le coup, sur la leur, la gauche propose et le RN dispose. Peut-être ont-ils envie que ce budget s'applique, l'épouvantable budget de M. Barnier, pour pouvoir bénéficier du chaos que ça entraînerait sur le plan économique et social. Vous voyez, nous ne sommes pas dans cette stratégie. Voilà pour Marine Le Pen, ton très calme, très apaisé ce matin, Louis de Ragnel. Michel Barnier ne pensait pas qu'elle oserait activer la motion de censure, c'est ça? Jusqu'au dernier moment, et ça a été sa plus grave erreur tactique d'appréciation, de discernement. Et comme il pensait qu'elle bluffait, moi je pensais qu'il avait arrêté de penser ça un peu avant, et puis en fait jusqu'au dernier moment, réellement, donc Michel Barnier a cru ça. Marine Le Pen donc a actionné la menace. Alors si on peut trouver un mérite à cela, je pense qu'à l'avenir Marine Le Pen sera systématiquement crue. Et prise en compte. Et prise en compte. Et je pense aussi, là, il y a quand même une grosse erreur qui a été de ne pas la traiter, de toujours traiter un peu par le mépris et le dédain des éventuels comportements ou réactions des députés du Rassemblement national,
À l'avenir, tout ce que dira Marine Le Pen sera pris très au sérieux. Je rappelle de ces innombrables députés qui refusaient de serrer la main du jeune député Rassemblement National à l'Assemblée. C'est aussi la conséquence d'un jeu politique absolument pathétique. C'était la conséquence d'un naufrage. Et d'une certaine manière, Marine Le Pen a voulu stopper cette espèce de dérive. Après, moi, j'ai dit ce que j'en pensais sur le fait de censurer le gouvernement, des conséquences que ça allait avoir et du dérèglement institutionnel possible. Mais d'une certaine manière, Marine Le Pen a été méprisée et je pense qu'elle a... La vengeance est un plat qui se mange pas, C'est une manière de dire respectez-moi. Johan et Rachel. Il faut dire que c'est un vrai changement dans la vie politique française parce que c'est quand même la première fois que le Rassemblement national est en capacité d'agir et d'avoir une influence réelle sur la vie politique. C'est ce que Marine Le Pen a démontré. Là, désormais, on ne peut plus faire sans elle. Jusqu'à présent, ils étaient toujours dans l'opposition et n'avaient pas beaucoup d'influence. Très peu dans la vie politique active du pays. Là, ça a complètement changé. Donc, ça sera évidemment une leçon très importante pour le successeur de Michel Barnier. Ça doit être aussi une leçon pour les députés du socle commun, naturellement. Mais c'en est une pour vous voulez rire, ils vont jamais comprendre. Hein. Mais c'en est une pour tout le monde, parce que je rejoins ce que dit Monsieur Ferjou, Usaï, après Madame Kahn. Mais je le compléterai. C'est-à-dire que le Rassemblement national a fait la preuve qu'on ne pouvait pas faire sans lui, mais il fait aussi la preuve qu'on ne peut pas faire avec lui. Et cette question-là, elle pèse quand même beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement national qui ont été traumatisés après les législatives, les dernières législatives, où ils s'imaginaient que la victoire était à portée de la main. Il s'est avéré qu'elle ne l'était pas, et pas uniquement à cause du Front républicain, mais parce que les Français, pour des raisons différentes, ne souhaitaient pas les porter au pouvoir. Ce qui leur manque pour arriver au pouvoir à 50,1, vous savez, comme Jean-Luc Mélenchon, il manque 600 000 voix, il va les chercher dans les quartiers. Mais où peuvent-ils aller les chercher, si ce n'est dans la droite conservatrice ou la droite libérale? Mais là, ils viennent de les rejeter sur le bord. Donc, on est dans une équation politique infernale parce qu'on ne peut pas vivre en écartant de la représentation nationale les 30-40% d'électeurs que sont le Rassemblement national. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait les respecter, les intégrer au jeu démocratique, comme les insoumis. Quoi qu'on pense d'eux idéologiquement, c'est pas la question. On n'efface pas les électeurs. L'électeur est souverain. Maintenant, le Rassemblement national vient de se mettre, à mon sens, quand même dans un corner stratégique parce que je ne vois pas où ils vont aller chercher justement les voix qui les séparent de 50,1. Et de ce point de vue-là, que peuvent-ils jouer maintenant comme carte pour essayer de les récupérer? Sans doute. Rachel Kahn. L'impasse démocratique, elle est là effectivement depuis le départ à vouloir finalement ne pas jouer le jeu de la démocratie et notamment de ne pas entendre ni les électeurs, ni l'ensemble des représentants à l'Assemblée nationale. Après, j'avais juste une interrogation, puisque normalement, l'objectif, c'était de faire des économies. Je me demande combien coûtent 2 mois de travaux à l'Assemblée nationale avec des représentants, pour rien du tout, pour mettre l'ensemble de ces travaux à la poubelle, en termes d'huissiers, de personnel qui travaille au Palais Bourbon, d'entretien, etc. Combien ça coûte? J'aimerais juste qu'on écoute Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il s'est montré extrêmement punchy cet après-midi à l'Assemblée nationale, assez en colère. Écoutez ce qu'il a dit à ceux qui provoquent la chute de ce gouvernement. Chaos, abîme, bien entendu, parce que demain, certains, d'une extrémité à l'autre, s'apprêtent à jouer le destin de la France et des Français à la roulette russe, ni plus ni moins. Bien sûr que si une censure était votée, bien sûr que ça précipitera la France et les Français dans une situation intenable. C'est la menace sur la souveraineté de notre emploi, la menace aussi sur la souveraineté économique de la France. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Madame Le Pen, comment pouvez-vous accepter de mêler vos voix, celles de votre groupe, à l'extrême gauche, à cette extrême gauche qui, il y a quelques jours, déposait un texte pour abroger le délit d'apologie du terrorisme? C'est lamentable. C'est l'inverse de la politique. La politique, ce sont les convictions. C'est pas la tambouille politicienne. Vive la France! Voilà pour Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui sera demain l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1 à 8h10. Là, Marine Le Pen, il l'interpelle directement, Yohann Usaï.
Bon, d'abord, Marine Le Pen, je crois, ne serait pas mécontente de voir Bruno Retailleau partir du ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que clairement, il marche sur ses plates-bandes. Et il a plutôt une popularité importante et il commence à obtenir des résultats, précisément. Donc, un peu cyniquement, j'allais dire, Marine Le Pen serait heureuse de le voir partir. Néanmoins, moi, j'étais persuadé depuis une semaine que Marine Le Pen allait voter la censure. Je crois qu'elle a trouvé quand même quelques prétextes pour le faire. Évidemment, elle est en désaccord sur le fond avec ce budget, mais elle voulait censurer ce gouvernement parce qu'elle y avait intérêt. C'est ce que lui dit Bruno Retailleau en réalité. C'est ce que lui reproche Michel Barnier. Mais je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison. Marine Le Pen avait décidé, quoi qu'il arrive, même si son intérêt politique, c'est de provoquer une élection présidentielle anticipée. C'est évident. Il y a 2 candidats qui sont prêts aujourd'hui à se présenter à l'élection présidentielle. C'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Personne d'autre n'est prêt. Aucun parti n'est en état de marche. Pas de candidat. Édouard Philippe est à peine prêt. Il serait contesté par Gabriel Attal. Une élection anticipée, ça va extrêmement vite. Ça dure moins de 40 jours, me semble-t-il. Donc, évidemment, elle a un intérêt. Ne nous trompons pas. C'est Michel Barnier qui est censuré. Mais derrière lui, celui qui est réellement censuré, c'est Emmanuel Macron qui est visé. Elle veut accentuer la pression pour sa démission. En cas d'élection présidentielle anticipée, Marine Le Pen aurait de grandes chances d'être élue. Et d'affronter Jean-Luc Mélenchon, naturellement. Ce qui ferait que la stratégie de recentrage ne se pose plus de la même manière. Je pense qu'il y a 2 poisons lents, en fait. Celui du barrage contre nature, parce que là, Retailleau nous dit « Ah là là, comment vous mêlez vos voix à l'extrême gauche ?» Mais Marine Le Pen pourrait lui rappeler que même les LR, certains ont été élus avec des voix centristes, qu'ils n'ont pas protesté trop fort quand certains ont fait élire des fichiers S à l'Assemblée nationale. Donc ça a modifié le jeu, créé cette non-majorité à l'Assemblée nationale. Et ce qui fait que oui, la stratégie du coup de Marine Le Pen a changé, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'agressivité à son écart. Et il y a une décision judiciaire qui fait qu'elle se dit je peux être empêchée de me présenter. Et elle ne va pas jouer du tout là-dessus. Elle dit cette décision elle ne le dit pas, mais elle l'a forcément dans ma décision de me permettez-moi. Ça a forcément joué, même si je trouverais ça ridicule de dire que c'est la seule cause, et quand bien même ça a joué, elle défend par ailleurs les intérêts de ses électeurs. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, au sens les 2 seuls qui sont prêts en l'état, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais je pense aussi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les Français ne voulaient pas d'un second tour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen en 2022. Rien ne dit que nous aurions un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon en 2027 ou en 2025 ou quel que soit le moment, parce que les gens s'adaptent. C'est-à-dire que ce qui a tué Valérie Pécresse, au-delà des défaillances de la candidate, ce qui a tué Éric Zemmour, au-delà des défauts éventuels du candidat, c'était précisément le réflexe du vote utile. Il y a des gens qui ont eu peur d'un deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, en 2022. Donc il sera battu pour les uns, soit directement vers Emmanuel Macron, soit directement vers Marine Le Pen. Absolument. Et le même genre de raisonnement jouerait. Donc si vous voulez mon avis, il y en a un qu'il faut surveiller de près dans les circonstances actuelles, c'est François Hollande. Allez Louis, un dernier mot avant le rappel. Oui, mais attendez, vous partez tous du principe qu'il y a quasiment une élection anticipée qui a été actée. Non, mais pour l'instant, on répond à cette question-là. Non, mais pour l'instant, c'est de la fiction totale. Pour l'instant, Emmanuel Macron va aller au bout de son mandat et donc jusqu'en 2027, il reste président de la République. Alors, je dis pas qu'elle est actée, et qu'elle y a pensé. Mais non, mais peut-être. Mais il n'y a pas de. Enfin, pour l'instant, ça reste du domaine peut-être du rêve, du souhait de certains. Mais je trouve que c'est extrêmement grave puisque ça déréglerait totalement. Mais la justice a aussi déréglé la chose. Quand vous avez une épée de Damoclès, c'est ça qu'elle a Marine Le Pen derrière sa tête, ça modifie, je crois, sa stratégie et ça donne une stratégie beaucoup plus jusqu'au boutiste que ce qu'elle avait pensé au